Merci, cher père, pour votre accueil. Merci à chacun d'entre vous de consacrer une soirée de dimanche pour partager sur ce thème de l'espérance. Le temps d'aujourd'hui est à la grande inquiétude. Où que le regard se tourne, tout semble n'être aujourd'hui qu'intranquillité, instabilité, incertitude du lendemain. Cette grande inquiétude traverse en particulier le monde occidental, où l'avenir n'est plus d'abord le lieu d'une promesse mais d'un danger, que l'on regarde son pays ou la planète comme risquant de disparaître ou les deux. Il est difficile pour les jeunes de ne pas se sentir étreints par une angoisse existentielle. Beaucoup d'entre eux se sentent écrasés par cette inquiétude de l'avenir au moment où la vie devait s'ouvrir devant eux. Une récente étude montrait combien le climat actuel avait une forte incidence sur le moral de notre jeunesse. Alors, les paroles du pape François, dans sa bulle d'indiction du jubilé ordinaire, « L'espérance ne déçoit pas », sont d'une actualité criante. Ceux qui, en leur personne même, représentent l'espérance, ont également besoin de signes d'espérance, les jeunes. Malheureusement, ces derniers voient souvent leurs rêves s'effondrer. Nous ne pouvons pas les décevoir. L'avenir se fonde sur leur enthousiasme. Il est beau de les voir déborder d'énergie, par exemple, lorsqu'ils retroussent leurs manches et s'engagent volontairement dans des situations de catastrophe et de malaise social. Mais il est triste de voir des jeunes sans espérance. Lorsque l'avenir est incertain et imperméable aux rêves, lorsque les études n'offrent pas de débouchés et que le manque de travail ou d'emploi suffisamment stable risque d'annihiler les désirs, il est inévitable que le présent soit vécu dans la mélancolie et l'ennui. L'illusion des drogues, le risque de la transgression et la recherche de l'éphémère créent plus en eux que chez d'autres des confusions et cachent la beauté et le sens de la vie, les faisant parfois glisser dans des abîmes obscurs et les poussant à accomplir des gestes autodestructeurs. Oui, il me semble qu'aujourd'hui, ce dont les jeunes ont plus besoin, c'est de rencontrer des adultes, témoins d'espérance. Mon propos ce soir aura une double inspiration. Tout d'abord, c'est lié à mon expérience professionnelle, près de 50 années de travail en qualité d'éducateur spécialisé auprès de jeunes majoritairement domiciliés dans les quartiers que notre République qualifie de sensibles. J'ai en particulier fondé voici 30 ans l'association Le Val d'Ocaux sur la dalle d'Argenteuil, un quartier qui avait été traumatisé par la violence des émeutes urbaines du début des années 90. Association née de la rencontre entre un collectif d'habitants inquiets pour le devenir de leurs enfants dans un contexte marqué par une telle violence et des Salésiens de Don Bosco désireux de réexpérimenter le modèle de leur fondateur dans la réalité contemporaine de la banlieue d'aujourd'hui. Le modèle d'intervention du Val d'Ocaux s'appuie sur un constat. La difficulté principale des jeunes demeurant dans ces quartiers réside à nos yeux que tous les jours ils passent par 3 lieux. Tous les jours ils passent du temps en famille, ils passent du temps à l'école et ils passent du temps dans le quartier avec les copains. Et que chacun de ces lieux est marqué par une culture différente. La culture familiale, empreinte des traditions des pays d'origine, la culture de l'école, marquée par les traditions républicaines, et puis cette culture de quartier qui est fondamentalement devenue une culture de l'entre-père, de l'entre-jeune, les adultes ayant un peu déserté l'espace public, culture renforcée par l'usage qu'ils font aujourd'hui des réseaux sociaux. Et le problème du travail social en France, c'est qu'il est très cloisonné. Des éducateurs sont formés pour intervenir au sein de la famille, les travailleurs sociaux interviennent sur le champ de l'école, d'autres éducateurs de rue interviennent dans la prévention spécialisée. On sait que le comportement de l'enfant, de l'adolescent, peut être différent lorsqu'il s'y situe au sein de la fratrie, lorsqu'il s'y situe au sein d'un groupe encadré par les adultes avec tous les problèmes liés au rapport à l'autorité, ou lorsqu'il se situe dans un groupe sans aucune présence adulte, telle la bande de copains. Et combien, si nous voulons l'approcher et le connaître, pour pouvoir mieux l'accompagner, il est important de pouvoir le rencontrer dans ces 3 champs de vie. Voilà pourquoi le Val d'Ocaux a organisé son travail autour de ces 3 axes. La présence dans la rue, animation de rue, travail de rue auprès des plus grands, la présence à l'école, prévention du décrochage scolaire, prise en charge des jeunes exclus temporairement, service d'accompagnement scolaire, et la présence en famille, groupe de parole de parents, médiation, famille. Combien il nous paraît important
aujourd'hui pour accompagner de manière pertinente ces enfants et ces adolescents, de pouvoir créer du lien entre les différents adultes qui cheminent auprès de lui. Le maître mot de l'action du Val d'Occo, c'est cette notion de médiation, famille, école, cité. Le Val d'Occo, fondé à Argenteuil, est aujourd'hui présent dans une douzaine de quartiers sensibles, en banlieue parisienne, en banlieue lyonnaise, dans les quartiers sud de Lille, dans les quartiers nord de Marseille et dans l'agglomération niçoise. Deuxième source d'inspiration, l'héritage de Don Bosco. Alors il peut paraître étonnant à certains d'entre vous qu'un éducateur du XXIe siècle se réfère à un pédagogue du XIXe, dans la situation de notre pays aujourd'hui est un peu différente de celle de l'Italie d'alors, mais j'aime dire que nos deux époques ont en commun de connaître d'importants phénomènes de mutation sur le plan sociétal. Au temps de Don Bosco, on passait de la société rurale et paysanne à la société urbaine et industrielle, et voici que nous passons de cette société industrielle à cette société qualifiée de post-industrielle, marquée par la révolution du numérique. Et nous n'en sommes qu'au début. Et contrairement à ce que certains croient, cette révolution du numérique n'est pas qu'une révolution d'ordre technologique, où il s'agirait simplement d'apprendre à utiliser ces nouvelles technologies d'information et de communication. Il s'agit d'une véritable révolution culturelle, puisque nous assistons à une modification du rapport au temps, de tout de suite, qui caractérise le numérique, une modification du rapport à l'espace, avec l'abolition des frontières, tout jeune et en capacité de dialoguer avec tout autre jeune aux quatre coins de la planète, une modification du rapport au savoir, avec l'intelligence artificielle, une modification du rapport aux autres, avec cette grande horizontalité des réseaux sociaux. Ce qui caractérise le réseau social, c'est que l'avis de l'expert qui a travaillé 3 ans sur un sujet a la même importance que l'avis du piéton interrogé lors d'un micro-trottoir. Il s'agit d'un laïc, parmi les autres laïcs, et avec une majorité de laïcs, va se former une pensée. Nous vivons donc une période de mutation. Et chaque fois que notre société traverse une période de mutation, je crois qu'il est plus difficile d'être jeune. On parle beaucoup de jeunes difficiles. Moi, je pense qu'il est plus difficile de vivre son enfance, son adolescence en période de mutation, car il est plus difficile de se projeter dans l'avenir. Comment vouliez-vous, au temps de Don Bosco, que le petit garçon, fils de paysan, petit-fils de paysan, arrière-petit-fils de paysan, puisse se projeter dans un avenir d'ouvrier, dans une de ces usines fumantes qu'il voyait poindre à l'horizon? Et combien aujourd'hui, nos adolescents ont parfois du mal à se projeter dans l'avenir lorsque les économistes nous disent que nous connaissons en gros que 50% des métiers qui s'exerceront en 2050, qu'ils assistent à l'effondrement de pans entiers de l'économie traditionnelle et que les nouveaux métiers liés à ce qu'on appelle l'e-économie tardent à se structurer. Et puis il est plus difficile d'éduquer. Je crois que la tâche de parents, d'enseignants, d'éducateurs est plus compliquée en période de mutation, car il n'y a plus de consensus sociétal autour d'un ordonnancement des valeurs. Combien je rencontre de grands-parents qui voudraient transmettre à leurs petits-enfants ce qui a été en quelque sorte l'ossature de leur vie et qui ne se sentent plus soutenus par un environnement sociétal qui irait dans le même sens. Et dans un tel contexte, Don Bosco était porteur de 2 grandes intuitions qui me paraissent d'une pertinence pour notre aujourd'hui. La première, c'est que lorsque la confiance s'estompe dans les grandes institutions, en son temps, c'était les institutions liées à la monarchie. Aujourd'hui, c'est la confiance dans les grandes institutions républicaines. La capacité à transmettre, nous dit-il, la capacité à éduquer, allait moins être liée à la qualité organisationnelle du système institutionnel et beaucoup plus à la qualité de la relation que l'adulte est en capacité de nouer avec le jeune. Il devinait déjà, et je crois que les faits lui ont donné raison, que l'exercice d'une fonction d'autorité serait de moins en moins lié au statut de l'adulte qui l'exerce. Je crois que ce qui caractérise la jeunesse aujourd'hui, c'est qu'ils sont de moins en moins impressionnés par le statut de l'adulte qu'ils ont en face d'eux. On se souvient de l'apostrophe de notre président de la République lors d'un bain de foule en province par ce collégien de 3e. Alors Manu, comment ça va? S'adressant au président de la République comme il serait adressé aux voisins du quartier. Et que cet exercice allait beaucoup plus être lié à la qualité de relation. J'écrivais dans un ouvrage collectif à destination des chefs d'entreprise sur le management de la génération Z qu'en gros on est passé d'une autorité statutaire à une autorité relationnelle. Et d'ailleurs je rencontre parfois des collègues enseignants avec une longue expérience de 30 années d'enseignement qui se passaient de manière formidable et qui sont déconcertés par les comportements des lycéens
qu'ils ont aujourd'hui en face d'eux, car ils fondaient leur autorité sur leur statut d'enseignant et découvrent que cela fonctionne de moins en moins bien. Voilà pourquoi Jean Bosco nous lègue une pédagogie fondée sur la qualité de cette relation. Et Don Bosco est ce pédagogue qui, après la grande rationalisation des siècles des Lumières, a réhabilité l'affectif au cœur de cette relation éducative, disant que de toute façon il y a de l'affectif, qu'on le veuille ou non. C'est une composante de la relation humaine. Mieux vaut en être conscient pour être capable de le gérer plutôt que vouloir lui nier. Je suis de ceux qui pensent que si notre école en France parfois connaît de telles difficultés dans la gestion de groupes d'adolescents au comportement provocateur, c'est que bon nombre d'enseignants continuent d'être formés à la négation de la dimension affective de la relation pédagogique. Comme le dit un grand psychologue américain, un enfant n'apprend rien d'un adulte dont il sent qu'il ne l'aime pas. Et puis deuxième intuition de Don Bosco, c'était le fait de décoder les phénomènes de violence qu'il observait dans la banlieue de Turin, et la criminalité juvénile était encore plus forte qu'aujourd'hui. Décoder ces phénomènes de violence comme symptômes de la faillite de l'accompagnement éducatif. Tous aujourd'hui, nous sommes un peu inquiets, voire sidérés par cette montée de la violence, par ces comportements de plus en plus violents d'auteurs de plus en plus jeunes. Mais comme j'aime à le dire, la violence c'est naturel. La manière naturelle de régler un conflit, c'est la violence. A en conflit avec B, vous supprimez B, le conflit est réglé. Les djihadistes en conflit avec les journalistes du Canard enchaîné, vous dézinguez les journalistes du Canard enchaîné, le conflit est réglé. Ce qui n'est pas naturel et qui est le fruit de l'éducation, c'est la convivialité et la paix. La capacité d'établir une relation pacifique avec celui qui ne partage pas les mêmes convictions que moi, avec celui qui n'est pas habité par les mêmes objectifs que moi, ça c'est pas naturel, ça s'apprend. Autrement dit, pour Don Bosco, le problème de la violence des enfants et des adolescents n'est pas d'abord un problème d'enfants et d'adolescents. J'entends des parents, des professeurs des écoles, des animateurs me dire « mais que se passe-t-il ?» Les enfants d'aujourd'hui deviennent de plus en plus violents. J'aime dire, le bébé du 21e siècle ne n'est pas plus violent que le bébé du 20e. Ils naissent tous les deux tout aussi violents, incapables de résister à la moindre frustration. Le problème de la violence des enfants et des adolescents, c'est d'abord un problème d'adultes. La question qui se pose à nous, c'est comment se fait-il qu'il soit plus difficile aujourd'hui d'éduquer l'enfant à la gestion de sa frustration, d'éduquer l'enfant à la maîtrise de ses pulsions agressives. Pierre Cardot, député maire de Chanteloup, avec lequel j'ai beaucoup travaillé, définissait ces jeunes auteurs d'actes de violence comme étant des jeunes sans espoir, sans repères, sans limites. Mais qui doit transmettre l'espoir? Qui doit transmettre les repères? Qui doit transmettre les limites, si ce n'est les adultes? Alors, cette parole de Don Bosco, lors de son voyage triomphal à Paris en 1883, continue de résonner à nos oreilles. Ne tardez pas à vous occuper des jeunes, sinon ils vont pas tarder à s'occuper de vous. Pertinence prophétique de ce grand éducateur. Alors, comment être aujourd'hui? C'est la question posée dans cette conférence. Comment être aujourd'hui témoin d'espérance auprès des jeunes, des enfants, des adolescents que nous côtoyons? Commençons à distinguer cette notion d'espérance d'une notion avec laquelle parfois on a tendance à la confondre, qui est celle de l'espoir. L'espoir a un objet. J'espère qu'il fera beau demain. Alors soit il fera beau, soit il fera pas beau. J'espère que je serai reçu à l'examen. Soit je suis reçu, soit je suis pas reçu. L'espoir mène ou bien. L'espérance, elle n'a pas d'objet. Elle est ouverture sur l'avenir. Et comme le dit saint Paul, voir ce qu'on espère, ce n'est plus espérer. L'espérance est différente de l'optimisme. L'optimisme, lui, il pense que tout finira bien. Alors, à la limite, il n'y a pas tellement grand-chose à faire, puisqu'on est intimement convaincu que tout finira bien. On n'est pas du tout sûr que tout finisse bien. L'espérance, elle, est moteur de l'action et de l'ordre de la décision. Elle se définit plutôt comme une antenne sur l'avenir. Il ne s'agit pas d'un optimisme béat sur les lendemains qui chantent, car l'histoire nous apprend qu'il est des lendemains qui déchantent. Mais elle ouvre un passage. Elle ouvre notre présent à sa dimension d'avenir, de possible. Voilà pourquoi il me semble que l'on ne peut vivre véritablement
son enfance, son adolescence, sans être habité par l'espérance. Comme j'aime le répéter aux lycéens et aux étudiants que je rencontre, si tu as entre 15 et 25 ans et que tu ne te sens pas appelé à transformer le monde, quelle triste vie tu te prépares. Oui, l'espérance nous conduit à devenir acteurs de la transformation du monde. L'espérance rime avec confiance. Être témoin d'espérance auprès des jeunes, c'est être capable de nouer avec eux une relation de confiance. Jean Bosco ne cessait de répéter à ses disciples, sans confiance, pas d'éducation possible. Si on peut fonder le pouvoir sur la menace, on ne peut fonder l'autorité que sur la confiance. Je participais récemment à un colloque du commissariat à l'égalité des territoires, nous venons de la politique de la ville, et un maire de la banlieue parisienne nous disait, j'ai un magnifique lycée avec des machines très performantes, merci madame la présidente de région, avec une équipe d'enseignants motivés, mais, nous disait-il, le problème, c'est que les jeunes ne leur font pas confiance. Et j'ai alors pris la parole en disant, mais monsieur le maire, la confiance, ça ne se décrète pas, ça se construit. Le temps est révolu du « je suis enseignant, tu dois me faire confiance »,« je suis éducateur, tu dois me faire confiance ». Non, la confiance se construit. Et ces 40 années de pratique du métier d'éducateur m'ont fait découvrir que les jeunes qui ont le plus de difficultés à faire confiance, ce sont ceux qui, dans notre système pédagogique salésien, nous mettent le plus en difficulté, sont toujours des jeunes qui ont très peu confiance en eux. Car lorsque l'on n'a pas confiance en soi, il peut paraître dangereux de faire confiance à l'autre. On risque l'emprise, la manipulation. Mais comment avoir confiance en soi, si ce n'est en sentant le regard de confiance de l'autre à son égard? Voilà pourquoi Jean Bosco nous dit, la confiance, c'est un moteur à 3 temps, et c'est à l'éducateur de l'alimenter, faire confiance, pour que le jeune prenne confiance, et en retour puisse faire confiance. Il nous laisse alors 3 clés. Faire confiance. Et être témoin d'espérance auprès de ces jeunes, c'est être porteur de bienveillance. Faire confiance ne signifie pas être laxiste. Faire confiance signifie ne jamais étiqueter le jeune à partir de ses comportements ou de ses performances de l'aujourd'hui. C'est cela, espérer en lui. Jamais vous m'entendrez parler de jeunes délinquants. Et pourtant, Dieu sait si les jeunes que j'ai pu rencontrer dans ces cages d'escalier de quartier, ou ces jeunes que des juges d'enfants ont pu me confier dans des foyers habilités justice qu'à un moment de ma vie professionnelle j'ai dirigé, ont commis moult délits. Mais c'est quoi un délinquant? Si je prends la définition du dictionnaire, un jeune est délinquant parce qu'il a commis un délit. Le drame, c'est que dans la tête des gens, cela devient très vite, un jeune commet un délit parce qu'il est délinquant. C'est terrible les effets pervers de cette inversion de causalité. On fait alors des délinquants une espèce de groupe de jeunes dont la caractéristique serait de produire du délit. Et je vais me dire, qu'y a-t-il de commun entre l'adolescent de 17 ans qui fait le casse d'une épicerie et l'adolescent de 17 ans qui agresse sexuellement une gamine de 4 ans? Je ne vois mais aucun trait de personnalité commun. Bien sûr, ils sont tous les deux délinquants au sens de la loi et répondront de leurs actes au tribunal pour enfants. Et toute la posture de l'éducateur salésien consiste à dire aux jeunes, tu as commis un délit, ça c'est une réalité. Il va falloir que tu assumes. Et tu vas être sanctionné. Mais pour moi, tu n'es pas un délinquant. D'ailleurs, c'est pour ça que je me mets en colère après toi. C'est pour ça que je te sanctionne. À la limite, tu serais délinquant, c'est normal que tu commets des délits. C'est bien parce que pour moi, tu n'es pas un délinquant que je réagis par rapport à ton écart de comportement. Et je sais que lorsque le jeune se sent respecté dans le regard que l'adulte pose sur lui, alors il sera prêt à accepter la sanction. Excusez ce trait de vulgarité dans cette magnifique cathédrale. Lorsque je m'adresse à des parents, j'aime leur dire, il est complètement différent de dire à son adolescent, t'as fait une connerie ou t'es con. On dit pas du tout la même chose. T'as fait une connerie, ils sont capables de faire de belles conneries des fois. Mais si je dis t'es con, c'est que j'étiquette à partir de la connerie, je stigmatise. Même différence à l'école entre ta copie est nulle et t'es nul. Vous savez, les enfants qui souffrent le plus à l'école sont les enfants qui parfois ont eu la malchance de rencontrer des adultes qui ont confondu le champ de la performance et le champ de la personne.
qui au lieu de dire ta copie vaut 2, qui est une réalité à l'instant T, en fonction des référentiels de notation, font passer comme message à l'enfant, tu vaux 2. Alors ça donne parfois ces enfants qui se croient nuls. Discutais un jour avec un adolescent que j'intégrais dans mon service d'accompagnement scolaire, et qui me disait, oh, c'est pas la peine de m'aider en maths, de toute façon je suis nul. Je te donne 5 €, t'en dépenses 3, tu me ramènes combien? Il me dit 2. Je vois que t'es pas nul. Tu sais faire la soustraction. Ça n'existe pas, un jeune nul. Un jeune nul. Et combien, à chaque fois que j'interviens dans les instances de l'école catholique, j'aime dire qu'on ne devrait jamais parler en termes de bons et de mauvais élèves. L'élève, c'est une personne. Au nom de quoi je la qualifierais de mauvaise? J'ai le droit de parler de bonne et de mauvaise copie, ça j'ai le droit. J'ai le droit de parler d'apprentissage réussi, d'apprentissage en cours, d'apprentissage non effectué, ça j'ai le droit. J'ai le droit de parler de comportement adapté à la vie de groupe et de comportement inadapté à la vie de groupe, ça j'ai le droit. Mais méfions-nous de ces appellations qui étiquettent. De même, lorsque des parents me disent « Ah, vous savez, mon enfant, il est en échec scolaire. » Je dis « C'est pas possible. » Je dis « Comment ça ?» Je dis « Il est en apprentissage scolaire. L'école, c'est un lieu pour apprendre. J'aime cette devise de Mandela. Je n'échoue jamais. Soit je réussis, soit j'apprends. » C'est le message à faire passer à tous nos enfants. Soit tu sais faire ton devoir, tu réussis. Soit tu sais pas, ben tu vas apprendre grâce au conseil de l'enseignant. Être témoin d'espérance, c'est être toujours porteur de ce regard d'espérance permettant aux jeunes de ne pas être figés à tel stade de son développement ou de ses performances. Être témoin d'espérance, c'est aussi l'aider à mémoriser la réussite. Car je crois que l'enfant grandit dans la confiance en soi par la mémorisation de la réussite. Je crois que l'homme est ainsi fait, qu'il n'est capable d'affronter une difficulté qu'en se mémorisant une réussite antérieure. Vous savez, il y a un grand livre dans la Bible qui s'appelle l'Éducation. Je ne sais pas si vous l'avez lu. Le titre est écrit en grec. Alors c'est marqué l'Exode. Mais Exode en grec, ça veut dire éducation en latin. Ex ducere, conduire hors d'eux. J'aime parfois faire ces lectures éducatives de ces grands textes bibliques. On pourrait dire que l'Égypte, c'est un petit peu l'état d'enfance. Les besoins vitaux sont satisfaits, mais on n'est pas libre. La terre promise, auquel on n'arrive jamais, on peut dire que c'est l'état adulte. Lequel d'entre nous peut se prétendre complètement adulte? Il aura toujours grandi. Puis entre les deux, l'adolescence, une expérience de peuple, avec parfois la tendance à vouloir revenir en arrière. C'est pas si facile que ça de grandir quand on est confronté aux difficultés. Et que font les éducateurs, Moïse et Aaron, lorsque le peuple, confronté à la difficulté, a envie de faire marche arrière? Au moins en Égypte, on avait de quoi bouffer tous les soirs, avec la soupe chaude. Alors là, dans le désert, ils les font chanter. Il a jeté à l'eau cheval et cavalier. Et c'est la mémorisation de la réussite antérieure qui donne le courage d'affronter la difficulté du présent. Combien souvent nous avons l'œil rivé sur ce qui manque à l'enfant, sur ce qu'il ne sait pas, alors qu'il faudrait toujours avoir l'œil rivé sur ce qu'il sait faire de manière à lui permettre enrichir ses talents. Et s'il échoue, de lui dire qu'il est toujours en capacité d'apprendre. Vous savez, il m'arrive souvent d'animer des réunions pédagogiques dans les établissements scolaires du réseau salésien, et je prends l'exemple du professeur d'éducation physique et sportive, qui a le plus les 2 pieds sur terre. Imaginez un groupe de 5e apprenant le saut en hauteur. Et voici que le prof divise en 2 sous-groupes. 15 ici, 15 là. Ici, je mets la barre 1,80 m. Tout le monde rate. Et je descends la barre jusqu'à ce qu'ils réussissent et je note la performance. Ici, je mets la barre à 80 cm, tout le monde réussit. Et je monte la barre jusqu'à ce qu'ils ratent et je note la performance. Faites expérience, la moyenne de saut de votre groupe classe va dépendre de votre méthode d'enseignement. Elle sera toujours supérieure avec cette 2e méthode qu'avec la première. Parce que qu'est-ce qui se passe avec la première? 1,20 m c'est haut, je viens de rater 1,25 m, c'est juste 5 cm de moins et je suis encore raté. Alors, avec la 2e, 1,20 m c'est haut, je viens de réussir 1,15 m, c'est juste 5 cm de plus, pourquoi je réussirais pas? Et je n'ai jamais vu un prof de gym enseigner le saut en hauteur comme ça. Même lorsqu'il est confronté à la perche à un champion olympique qui saute 6,20 m, jamais il ne commence à 6,20 m. Il va se réassurer sur sa capacité à réussir. Mais, il m'arrivait d'entendre des professeurs d'enseignement général me dire jusqu'où faudra-t-il que je m'abaisse, comme si pour certains professeurs, il n'allait pas de soi que la première question du premier exercice devait toujours être en dessous du niveau du plus faible. Ce qui va de soi pour le prof de gym. Va pas forcément de soi. Or, l'élève réputé bon passera 2 minutes à traiter les 2 premières questions de l'exercice.
l'élève en difficulté, lui se dira, tiens, c'est facile aujourd'hui. Et peu à peu, va voir sa confiance augmenter dans sa capacité de réussir. En fait, témoin d'espérance, pour pouvoir susciter la confiance, c'est être crédible. J'aime dire que si hier on pouvait faire porter l'autorité sur le statut, aujourd'hui, on ne peut la faire porter que sur la crédibilité. J'aime dire aux politiques qu'on n'assiste pas à une crise d'autorité dans notre pays, comme je le vois titré sur beaucoup d'hebdomadaires. On assiste à une crise de crédibilité des porteurs d'autorité. Pour que le porteur d'autorité fonctionne, il faut qu'il soit crédible. Perte de crédibilité de bon nombre de nos politiciens, avec toutes ces promesses non tenues, car souvent intenables. Et on sait combien, effectivement, toutes ces affaires d'abus sexuels dans notre Église contribuent à miner la crédibilité de bon nombre d'agents institutionnels de l'Église. Comment leur faire confiance, eux qui ont été capables de couvrir pendant tant d'années le silence face à des actions parfois criminelles posées vis-à-vis de certains enfants. Et que cette crédibilité se fonde sur la cohérence entre le dire et le faire. Le fait ce que je dis mais pas ce que je fais, ça ne marche plus en éducation. Alors j'utilise à dessein ce mot de cohérence et pas celui d'exemplarité, parce que si les enfants devaient attendre que tous les adultes soient exemplaires avant qu'ils n'entreprennent leur mission éducative, je crains qu'ils n'attendent longtemps. Et je dois avoir l'humilité de reconnaître devant vous que moi le premier, suite à un état de fatigue trop important ou un état de préoccupation trop important, peut-être peut-il m'arriver d'avoir telle parole ou telle posture un peu en décalage par rapport à cette pédagogie de Don Bosco dont je me fais le chantre durant mes conférences. Mais à ce moment-là, il s'agit de reconnaître son erreur. Ça ne brode pas son autorité en reconnaissant son erreur. Au contraire, le gamin, il avoue l'erreur. Donc si vous ne la reconnaissez pas, cela nuit à votre crédibilité. Bon, faut peut-être pas quand même se tromper tous les jours. Mais ce qui est important, c'est de dire à l'enfant, voilà, mais là, effectivement, j'ai pas été à la hauteur de mon discours, mais le discours que je te tiens, c'est aussi le discours que je me tiens. Il n'y a pas un discours pour toi, un discours pour moi. C'est le même. C'est le même. Et si tu veux accorder du crédit à ce discours fondé sur l'espérance que je tiens, ben, encore faut-il effectivement que ma conduite soit un peu en conformité. Vous savez que la France détient le triste record de consommation de tabac dans notre jeunesse. Et par là même de cannabis, puisque très souvent l'adolescent ne touche au cannabis qu'après s'être essayé au tabac. Mais combien il m'arrive encore d'entendre ce discours, mais surréaliste, entre un collégien à qui on interdit de fumer et qui tombe sur un adulte, enseignant, éducateur en train de fumer. Alors bien sûr, il pose la question du pourquoi. Pourquoi toi tu fumes et moi j'ai pas le droit? Réponse de l'adulte. Toi t'es petit, t'es mineur, t'as pas le droit de fumer. Moi je suis grand, je suis majeur, j'ai le droit de fumer. Ayons bien conscience que ce type de discours est un discours incitatif au tabac. Ce que veulent nous prouver nos ados, et ils développent des stratégies parfois sinueuses pour essayer de le prouver à leurs parents, à leurs enseignants, à leurs éducateurs, c'est qu'il faut plus qu'on les prenne pour des petits, mais pour des grands. Ça, c'est la stratégie de tout ado. Essayer de faire comprendre à son entourage qu'il faut plus qu'on le prenne pour un petit, mais qu'on commence à le prendre pour un grand. Et voici que l'adulte présente le tabac comme l'apanage du grand. Vous avez des gamins de 6e qui se mettent à fumer. Non pas parce que ça leur fait plaisir, et tous comme des malades. Mais ça les pose comme grands. Mais où est-ce qu'ils ont appris ça? C'est pas écrit sur le paquet de cigarettes, il y a d'autres images. C'est dans le discours de ces adultes, n'ayant cessé de dire, toi t'as pas le droit parce que t'es petit, moi j'ai le droit parce que je suis grand. Ce qui veut pas dire qu'un enseignant fumeur est un mauvais enseignant. Je connais d'excellents. Mon prof de physique en terminale était un fumeur invétéré. Il était remarquable. Mais le seul discours à tenir, c'est, tu vois, j'aurais aimé que mes éducateurs à ton âge aient été plus attentifs, et puis j'ai pris ce mauvais pli, et puis j'arrive pas à m'en départir. Le gamin est tout à fait capable de comprendre que l'adulte n'est pas paré de toutes les qualités. Mais si on interdit de fumer à l'enfant, c'est pas parce qu'il est petit, c'est parce que c'est mauvais pour ses poumons. Et je peux vous assurer que c'est tout autant mauvais pour les poumons du petit que pour les poumons du grand. Florent Pagny, on fait la triste expérience. Donc, être témoin d'espérance, c'est effectivement nouer cette relation de confiance. Être témoin d'espérance, cela rime avec le fait de porter un double regard sur la réalité qui nous entoure, sur les êtres qui nous entourent. Je me souviens d'un collégien que je préparais à la profession de foi, m'interrogeant, Jean-Marie, le royaume de Dieu, est-ce qu'il est là ou est-ce qu'il n'est pas là? Je dis, pourquoi tu me poses la question? J'ai lu l'évangile, je dis bravo. À certains passages, on nous dit, réjouissez-vous car le royaume de Dieu est là. Quelques pages plus loin, priez pour qu'il vienne. Notre Père, que ton règne vienne. Alors, il faudrait savoir s'il est là ou s'il n'est pas là. Question tout à fait pertinente de ce jeune garçon.
Vous savez que la réponse de Jésus, c'est la parabole de la graine. Il en va du royaume comme d'une graine appelée à devenir un arbre. Et lorsque je suis face à une graine, je peux, avec le même degré de vérité, dire l'arbre est là, potentiellement il y a tout l'arbre dans la graine, ou l'arbre n'est pas là. Si je plante pas, si j'arrose pas, il y aura jamais d'arbre. Autrement dit, pour le disciple du Christ, il est aussi vrai de dire le royaume de Dieu est présent sur cette terre, ou prions pour qu'il vienne, puisqu'il est là sous le mode de la germination. Dans l'évangile, le royaume de Dieu, c'est pas un territoire que les anges seraient appelés à défendre. C'est un processus. Un processus. Et nous avons cette invitation à porter un regard sur la réalité marqué par le déjà là et le pas encore là. Vous savez, Marc, qui est le plus synthétique des évangélistes, parle d'un royaume de Dieu tout proche. C'est-à-dire que quand il est proche, c'est-à-dire qu'il est là sans être tout à fait là. Et il y a quand même besoin qu'on donne un coup de main pour l'avènement. Hein. Et j'aime dire qu'il y a 3 catégories d'hommes et de femmes sur cette terre. Hein. Et il y a ceux, vous les mettez face à une graine, ils ne voient que la graine. Bon, c'est un peu limité comme perspective. Hein. Il y en a d'autres, vous les mettez face à une graine, ils rêvent déjà à l'arbre. Ils voient des oiseaux dans les branches. Alors, le drame pour ces grands idéalistes, c'est parfois, à force de rêver, ils marchent sur la graine et puis alors, il n'y a plus rien. Puis il y a ceux qui voient à la fois la graine et l'arbre. Et ceux-là vont être attentifs au terrain. Offrir le meilleur terrain pour que la graine puisse devenir un arbre. Je crois que cette parabole de la graine est la plus belle parabole qui existe sur l'éducation. Offrir le meilleur terrain pour que l'enfant puisse prendre racine dans l'héritage familial, social, culturel, religieux de son pays, et de manière à éclore à sa nouveauté de sujet. Jean Bosco aime comparer l'art de l'éducation à l'art du jardinage. De toute façon, le gamin il grandit, la graine pousse. Et nous dit-il avec humour, je n'ai encore jamais vu un jardinier tirer sur la tige pour que ça pousse plus vite. Il nous dit, j'ai déjà vu chez certains éducateurs. Non. Il s'agit de s'occuper du terrain et d'offrir le meilleur terrain pour que la graine puisse devenir un homme. Alors j'aime dire qu'il y a 3 catégories d'éducateurs, qu'on soit parents, enseignants, éducateurs. Il y a ceux qui ne voient dans l'enfant que l'enfant tel qu'il est aujourd'hui. Alors on risque de ne pas l'aider à transformer toutes ses potentialités en capacités. Parce que nous disons tous que nous aimons voir nos enfants grandir. Ça c'est ce que nous disons. Bon. Est-ce fondamentalement vrai? Souvenez-vous, lorsque votre gamin sortait du CE2, se jetait dans vos bras en vous racontant tous ses chagrins de sa cour de récréation, lorsque 6 années plus tard, vous allez le rejoindre à la sortie du lycée, qui vous fait signe de la main, et dit, maman, surtout vous pas avec toi, on dit qu'on aime voir son enfant grandir, on dit, hein. C'est pas forcément si évident, c'est tellement gratifiant, le petit enfant qui est capable de vous dire combien vous êtes important pour lui, alors que nos grands-mères, elles se trompaient pas toujours, nos grands-mères, hein, aimaient qualifier l'adolescence d'âge ingrat. Nos adolescents ont beaucoup de qualités, hein, mais la gratitude n'est pas souvent la qualité première. Hein. Merci papa de tout le travail que tu mènes qui va nous permettre de passer de bonnes... Merci maman. Non, il y a tellement de sujets à exister auprès des copains, etc. Mais voilà. Alors au niveau de l'école, ça a donné libres enfants de Summerhill, hein, l'enfant qui apprend quand il veut, où il veut, comme il veut. Ça n'a pas donné de grands résultats en termes d'insertion dans la société londonienne. Deuxième catégorie d'éducateurs, c'est ne voir dans l'enfant que le futur adulte. Combien effectivement, parfois... des parents ont tendance à vouloir projeter sur l'enfant le projet qu'ils ont fabriqué pour lui. Souvenons-nous de la veste que prennent Marie et Joseph au moment de l'entrée de Jésus en puberté. Il y a un seul texte dans l'Évangile qui nous montre l'entrée de Jésus en puberté. Car il y a une seule année dans l'histoire du jeune garçon juif où il peut se considérer encore comme un enfant et marcher avec les femmes, ou déjà comme un homme et marcher avec les hommes. C'est l'année de la puberté. Avant, il est obligé d'être avec les femmes. Après, il est obligé d'être avec les hommes. Et Jésus profite de cette année-là pour faire croire à Marie qu'il est avec Joseph, pour faire croire à Joseph qu'il est avec Marie, et il se barre. Tant que Marie pense qu'il est avec Joseph et que Joseph pense qu'il est avec Marie, tout va bien. Le problème, c'est quand il se retrouve. Comment il n'est pas avec toi? Mais j'étais intimement convaincu qu'il était avec toi. Ils font demi-tour pour le rechercher. 3 jours à rechercher un gamin de 12 ans fugueur dans la ville de Jérusalem. 3 jours, vous imaginez l'angoisse, 3 jours. Et enfin, il le retrouve dans un lieu auquel il n'avait pas pensé au début, qui est le temple.
Et on imagine la colère de Joseph. T'as vu l'état d'angoisse dans lequel t'as mis ta mère? Pas un mot d'excuse de Jésus. Pas un mot. Il répond, je suis pas là pour faire votre projet, je suis là pour faire le projet de mon père. Dieu, répondre à ma vocation. C'est ça. Que tous les parents d'adolescents connaissent. Je suis pas là pour réaliser votre projet, je suis là pour réaliser ma vocation. Et les parents vont être là pour aider l'enfant à mettre en œuvre son projet. Alors à l'école, ça donne les écoles du passe ton bac d'abord. La réalité de ce que tu vis comme élève ne m'intéresse pas. La seule chose qui m'intéresse, c'est que tu puisses participer au pourcentage de réussite que j'ai affiché à mon examen. Et on risque de pas respecter alors le rythme de l'enfant. Car tout enfant a son propre rythme. Et notre société, on a tendance souvent à confondre précocité et intelligence. Je vous regarde en ce moment. Je me dis, il y a peut-être certains parmi vous qui ont marché entre 10 et 11 mois, d'autres plutôt 12, 13 mois, peut-être certains 16, 17 mois. Les parents commencent à dire, écoute, ton frère, à ton âge, il était quand même capable de lever ses fesses, quoi. Mais bon, aucun dirait 18 mois, tu sais pas marcher, allez, hop, couché comme à 8 mois, on recommence. Non. Puis si je fais une course sur le parvis, c'est pas celui qui a appris à marcher le plus tôt qui va forcément gagner la course. De même, au niveau de l'intelligence, Einstein, dans notre système scolaire français, aurait été orienté en Ulysse. Il fallait voir les observations de ses professeurs des écoles. Il était plus lent que tous les autres, il fait toujours plus de temps. C'était une intelligence les plus prodigieuses du XXe siècle. Alors effectivement, ce rythme de l'intelligence se développe, et il y a des enfants qui sont précoces, et il faut prendre en compte qui, à l'instant T, sont plus intelligents que leurs copains qui ont le même âge. Mais ça veut pas dire qu'ils deviendront des génies à l'âge adulte. Hein. Si tous les enfants précoces devenaient des génies, ça se saurait dans notre pays. Hein. Non, c'est une intelligence qui se développe, chacun selon ce rythme, et combien paraît important effectivement d'être attentif au rythme de l'enfant. Et dernière catégorie, alors, d'éducateurs, ceux qui voient dans l'enfant à la fois l'enfant tel qu'il est aujourd'hui et l'adulte qui est appelé à devenir. C'est porter ce regard évangélique sur le déjà là, il n'est pas encore là. C'est tout l'enseignement moral de l'Église, que ce soit 6 mois avant la naissance ou 2 heures avant la mort, est fondé sur ce double regard, sur le déjà là, il n'est pas encore là. Ne pas considérer le fœtus que dans le sol déjà là, ne pas considérer le vieillard quand le sol pas encore là. Toujours, c'est en prenant en compte le déjà là, il n'est pas encore là, qu'on va respecter là. Ce qui va nécessiter, on est porteur de ce regard, et c'est ça le regard d'espérance. Je crois que le regard d'espérance, c'est toujours être habité par ce double regard du déjà là et pas encore là, qui va nous conduire d'un point de vue pédagogique auprès des enfants que nous accompagnons, à veiller à les sécuriser. Je crois que l'enfant a besoin de se sentir sécurisé pour pouvoir relever le défi de grandir. La famille doit être ce cadre sécurisant. On sent que les enfants pour lesquels la famille est insécurisante sont des enfants qui vont très mal en termes de socialisation. L'école qui doit être sécurisante. Un certain nombre de concitoyens parfois choisissent l'école catholique, non pas parce qu'ils adhèrent forcément aux valeurs qui sont développées, mais parce qu'ils pensent que c'est plus sécurisant. On rentre à l'école à 8h30, on en sort à 16h30, que l'enseignant soit là, qu'il soit pas là. Alors que moi, quand je me promène dans la cité, quand j'interroge un gamin de 12 ans qui est pas à l'école, il y a une chance sur 2 qu'il sèche l'école, une chance sur 2 que ce soit l'enseignant qui sèche l'école. Alors, ils font continuellement des allers-retours, enfin, je veux dire. Et puis, responsabiliser. Parce qu'on apprend à être responsable qu'en exerçant des responsabilités. Et là, je dénonce un peu, vous savez, caractéristique de notre société moderne qui voudrait appliquer de manière intégrale le principe de précaution au champ éducatif. On voudrait éduquer à risque zéro. Je veux dire, c'est pas possible. Faire confiance, c'est forcément courir un risque. Et j'aime dire qu'une éducation risquée, enfin, une éducation sans risque est l'éducation la plus risquée qui soit. Parce qu'elle forme des irresponsables. J'aime bien ce petit opuscule sur les grandissants, où l'auteur dit « Ce dont rêvent les parents aujourd'hui, c'est il faut qu'il arrive rien à leur enfant. Rien !» C'est un peu terrible, une vie où il n'arrive rien. Ah, il faut qu'il n'arrive rien. Vous me prévenez, il faut qu'il arrive... Ah non, il faut qu'il lui arrive des choses. Puis on va voir comment il va réagir. Moi, j'aime bien, chaque été, embarquer des jeunes du réseau salésien sur un voilier, je suis normand, un peu marin. C'est sûr qu'on confie un gamin de 14 ans à la barre du voilier en pleine tempête, on court un risque. Alors bien sûr, on l'assume, il a son gilet, il est attaché, etc. Mais il est vrai que si par malheur un été je revenais au port avec un gamin en moins, ma tête ferait la une des journaux et je me retrouverais en prison. Ça c'est sûr.
bien sûr. Bon. Alors, je comprends qu'il y a des collègues éducateurs qui veulent pas courir ce risque. Hein. Alors eux, ils font l'apprentissage de la voile à risque zéro. Hein. C'est-à-dire qu'on met le gamin dans une petite caisse, donc on est un peu l'optimiste, sur un lac sans ride. Dès que ça penche un petit peu, il y a 3 canons à moteur, ça va. Alors, c'est sûr que vous faites de la voile à risque zéro. Je suis pas sûr que les bénéfices sur le plan éducatif soient les mêmes entre le petit gamin qu'on voit sur le petite caisse là sur un lac sans ride, hein, et puis le gamin qui tient la barre d'un voilier et qui affronte des conditions météorologiques difficiles. Responsabilité, alors bien sûr, les responsabilités à la hauteur de ses époux. Il est temps de conclure pour laisser place à quelques questions, si vous le souhaitez. Être témoin d'espérance auprès des jeunes, c'est quoi les fruits de cette attitude? Je dirais d'abord, c'est la joie. La joie. De se dire, voilà, le pire n'est jamais sûr, demain n'est pas la copie d'hier, il y a cette ouverture sur l'avenir. Et quel que puisse être le comportement d'un jeune, je pense qu'il est en capacité de pouvoir changer. Quel que puisse être ses performances, il est en capacité de pouvoir développer ses talents. Et la patience. Patience. L'art de l'éducateur, c'est l'art du jardinier. La patience. Et le jardinier ne maîtrise pas l'environnement. Il va falloir qu'il adapte son attitude à cet environnement météorologique sur lequel il n'a pas de prise. De même, effectivement, l'éducateur va devoir adapter ses attitudes à cet environnement du numérique sur lequel il n'a pas de prise. Et c'est sûr que c'est patiemment qu'on va accompagner cet enfant qui grandit. Et puis, le troisième fruit, c'est l'audace. Je crois effectivement que si je pense que les choses peuvent changer, alors je vais mettre toute mon audace au service de la transformation du monde. Donc, être témoin d'espérance, je crois que c'est face aux difficultés du moment. Il s'agit surtout pas de les relativiser, hein, mais c'est faire confiance à la jeunesse dans sa capacité à faire face aux défis. J'aime dire que le porteur d'espérance, c'est celui qui est toujours capable de transformer le problème en un challenge. C'est ce que je ne cesse de dire quand j'interviens dans des campus étudiants. Lorsque on va aborder la question du réchauffement climatique, c'est à la fois effectivement parler de toutes ces difficultés liées à ce réchauffement, mais leur dire combien j'ai confiance en eux, dans la capacité qui sera leur de trouver des solutions. Ma génération, son grand défi, c'était la réconciliation franco-allemande. Je suis né en 53, c'était 8 ans après la fin de la guerre, l'évocation de cette mer rouge de sang, le débarquement en Normandie, véritable carnage, des milliers de jeunes. Vous allez au cimetière américain, c'est des jeunes de 18-25 ans, vous allez au cimetière allemand, c'est des jeunes de 16 à 20 ans, des ados, qui ont réussi à faire face à cette grande armada, une boucherie. Et 7 ans après, l'image qui m'a le plus impressionné à la télévision, c'est l'embrassade du président Chirac et du chancelier Schröder sur les plages du débarquement. Le président français et le chancelier allemand s'embrassant. Et début du processus de réconciliation, ça a été déjà ce premier camp en Forêt-Noire, où des éducateurs ont fait vivre ensemble une quinzaine d'adolescents français, une quinzaine d'adolescents allemands. Et c'est ça doit de dire, c'est pas parce que nos parents ont commis des atrocités qu'on n'est pas capable de construire l'Europe de la paix. Et je continue d'être persuadé aujourd'hui que si sur mon bateau, on me confie 3 jeunes Gazaouis et 3 jeunes Israéliens, c'est sûr qu'on peut faire un formidable équipage. Sûr. C'est ça être témoin d'espérance. Vous avez entre les mains les moyens. Alors bien sûr, il faudra du temps. Hein. Mais combien effectivement, par important dans l'attitude que nous avons avec les jeunes, c'est d'être porteur de cette espérance. Jean Bosco aimait dire, le Salésien ne gémit jamais sur son temps. On ne peut pas être en position éducative avec comme discours, hier c'était beau, aujourd'hui c'est difficile, demain c'est la cata. Comment voulez-vous que l'enfant, l'adolescent se projette dans l'avenir s'il ne cesse d'entendre autour de lui ce type de discours? Alors quand vous êtes entre vous, parler autour de votre tasse de thé, et puis raconter vos souvenirs de l'école, comme elle fonctionnait, on s'aperçoit quand même aujourd'hui qu'il y avait quand même quelques dysfonctionnements dans l'école entre les années 50 et 70. Enfin, j'entendais des gens, l'école dans les années 50 et 70, vraiment, ça, au moins, c'était, il y avait de la discipline, c'était vraiment une école qui, on voit quand même, on a une mémoire parfois un peu sélective. Mais entre vous, mais lorsque vous êtes avec vos enfants, vos petits-enfants,
bien sûr, vous devez témoigner de cette confiance qui est vôtre en l'avenir et qui se base sur la confiance qui est vôtre en cette jeunesse, dans la capacité qui va être la sienne de relever les défis de son époque, comme nous-mêmes avons tenté de relever les nôtres. Merci de votre attention.